Le laboratoire Activa, le spécialiste des produits de bien-être en pharmacie et de la nutriponcture, présente. Sud Radio, devenir plus utile, DJF Audebert, Philippe Rossi. Et bonsoir à vous, bienvenue sur Sud Radio Devenir Plus Utile, c'est la mission que l'on s'est donnée avec DJF Audebert. Bonsoir DJF. Bonsoir Philippe, ce soir on va essayer de diffuser de bonnes ondes, il y en a besoin. Eh oui, on a besoin DJF pour donner une contrepartie à notre présence afin de rendre notre monde meilleur. Tiens, je vous rappelle la définition de l'utilité comme chaque semaine. C'est le principe que toute action doit être acceptée ou désavouée selon sa tendance à augmenter ou diminuer le bonheur des parties en présence. Mon cher DJF, quel est ce soir le thème du jour ? Les ondes peuvent-elles affecter ou faciliter notre utilité ? Moi, je connais la réponse. Bon, elles sont partout, ces ondes, DJF. Elles sont partout autour de nous. Elles nous traversent nos corps et nos esprits. Téléphone, antenne, four à micro-ondes, Wi-Fi, 3G, 4G, 5G. Jusqu'à combien de G et de niveaux d'ondes pourrons-nous encaisser avant de perdre connaissance ? Le plus tard possible. Alors, DJF, quelles sont les questions que l'on doit se poser ? Quelle est la définition d'une onde et à quoi servent-elles ? Dans quel domaine sont-elles employées ? Les ondes naturelles sont-elles perturbées par les ondes artificielles ? Quel niveau d'onde nos organismes peuvent encaisser sans se révolter ? Y a-t-il des bonnes et des mauvaises ondes en fonction de leur puissance ? Et donc, beaucoup de questions ce soir, mais des réponses que nous allons essayer de vous donner avec nos invités. André van der Vorst, professeur émérite à l'université de Louvain en Belgique, où il a créé le laboratoire d'hyperfréquence. Patrick Goyot est avec nous, secrétaire national des Robins des Toits. Philippe Irigaray, docteur en sciences... Iragaray. Iragaray, excusez-moi. Irigaray, bon ben voilà, notez, Irigaray. Si on dit Ira, il rit pas. Non. Docteur en sciences, donc en biochimie, spécialiste des effets sur la santé des champs électromagnétiques, directeur scientifique de l'ARTAC. L'ARTAC, c'est l'association Recherche Thérapeutique Anticancéreuse, co-auteur du livre noir des ondes. Catherine Gouillet est également avec nous, présidente du CRIREM, Centre de recherche et d'information indépendant sur les rayonnements électromagnétiques. Bonsoir à vous tous, et encore pardon si j'ai écorché quelques noms. Bonsoir. André van der Vorst, vous êtes avec nous de Belgique. Comment définir une onde ? Je ne vois pas trop quel est le sens que vous attribuez au mot de définition. Parce qu'une onde, c'est un phénomène qui peut être électromagnétique, acoustique ou autre, et dont la forme la plus simple est celle d'une sinusoïde. L'exemple classique, c'est donc le signal qui monte, qui descend et qui s'arrondit au-dessus et en dessous. Est-ce que ça suffit comme définition ? Bah écoutez, ça me semble pas mal. Pardon ? Ça me semble pas mal cette définition justement. Est-ce qu'on peut nous qualifier les ondes auxquelles on est le plus exposé par tous les domaines, c'est-à-dire les fours à micro-ondes, les téléphones portables, les téléphones mobiles, les tablettes, etc. Est-ce que c'est une catégorie d'ondes particulière ou alors c'est pas le cas ? Si on regarde la définition que je viens de donner tout à l'heure, qui est assez élémentaire, c'est donc toujours la même forme de signal qui se propage gentiment. Il est d'une forme que l'on voit, c'est tout à fait arrondi, c'est ce que vous avez étudié dans le secondaire en trigonométrie, c'est une sinusoïde. Et cette sinusoïde, elle peut être évidemment avoir des effets biologiques ou biophysiques qui peuvent être très différents suivant essentiellement deux paramètres. L'une, c'est l'amplitude de l'onde et l'autre, c'est sa fréquence. Il faut tenir compte des deux pour savoir à peu près de quoi on parle. D'accord. Alors, donc, Philippe Irigaray, vous êtes docteur en sciences. Y a-t-il des bonnes et des mauvaises ondes entre les ondes naturelles émises par le corps et les planètes et les ondes créées par l'homme ? En fait, voilà. Donc oui, il y a des bonnes ondes, tout ce qui est les ondes électromagnétiques naturelles, on sait très bien, on fonctionne, ça permet de régir le cycle circadien. Mais par contre, toutes les ondes électromagnétiques créées par l'homme, là, il y a des effets biologiques et des effets sanitaires qui sont connus. Donc, ils sont néfastes. D'accord. Lesquels alors ? On a l'impression quand même qu'on nous cache beaucoup de choses sur les ondes, parce que c'est un petit peu, à un moment donné, comme sur les vaccins, on nous dit pas tout, et puis finalement, tellement les lobbies sont importants. Et on se rend compte, par exemple, on en parlait hors antenne,
que les AVC, les cancers du cerveau sont de plus en plus nombreux et pas par hasard. Effectivement, les ondes électromagnétiques créées par l'homme, il y a l'impact sur les tumeurs du cerveau, notamment les glioblastomes. Les glioblastomes, c'est-à-dire... Voilà. Donc c'est connu, c'est publié scientifiquement, mais il y a encore des études qui continuent à être réalisées, des études épidémiologiques qui nécessitent après des méta-analyses. Donc il faut plusieurs études épidémiologiques pour faire une méta-analyse et qui souvent, encore une fois, c'est tellement biaisé qu'on ne s'y retrouve pas. Et le problème, c'est que les instances se basent sur ces résultats de méta-analyse souvent biaisés. Mais biaisé pourquoi? Biaisé parce que soyons clairs. Le protocole est mal fait, parce que l'étude, elle traîne en longueur. On voit très bien que les téléphones, ces dernières années, ils ont évolué. On avait des simples téléphones portables au départ. Maintenant, ce sont carrément des smartphones. L'antenne a été déplacée. Oui, alors ça c'est très important. Au début, je vous interromps juste pour l'auditeur. Au début, l'antenne, elle était près de l'oreille, voilà, et elle a été déplacée sur le smartphone, près de la bouche. Voilà. Donc, ça a permis aux opérateurs de diminuer la DAS, le débit d'absorption spécifique, qui est obligatoire sur l'affichage pour l'achat des téléphones. En fait. Résultat, comme c'est la bouche, plus de cancer de la thyroïde et de cancer de la gorge. Voilà, et aussi, comme ça a été démontré par un chercheur iranien, le professeur Mortazavi, les ondes du téléphone portable permettent de libérer le mercure qui est dans les alliages dentaires. Et comme ces mêmes ondes entraînent une ouverture de la barrière hémato-encéphalique, donc cette barrière qui permet de protéger le cerveau, ce mercure va donc aller au cerveau et créer différents problèmes neurologiques. Voilà. Catherine Gouillet, vous êtes présidente du CRIREM, Centre de recherche et d'information indépendant sur les rayonnements électromagnétiques. Vous m'avez dit d'insister sur indépendant, parce qu'en fait, vous l'avez créé, c'est une association avec vos petits bras, et vous avez créé cette association pour mesurer, c'est la seule en France, pour faire des mesures sur l'impact des ondes électromagnétiques. Oui, nous réalisons des mesures complètement différemment des bureaux de contrôle classiques qui se contentent de regarder la conformité. Et nous allons beaucoup plus loin. Nous faisons une analyse de risque, justement à partir de ces nombreuses études dont vient de nous parler Philippe Irigaray, qui sont reconnues par les instances officielles. Nous nous basons par exemple sur le texte de la commission Tamino, qui est la commission parlementaire européenne qui a été chargée de proposer des normes aux instances décidantes, c'est-à-dire au Conseil européen. Mais cette commission a montré qu'il y avait deux sortes d'effets. Des effets à court terme, l'échauffement, la brûlure, et des effets à long terme, copromoteurs de cancer, des effets à long terme sur la fécondité, des effets à long terme sur le système immunitaire, etc. etc. Sur l'ADN. Sur l'ADN. Cependant, le Conseil européen, le Conseil des États européens, a décidé de ne pas prendre compte dans son choix de normes de ces effets à long terme et n'ont été retenus que le court terme. Et pourquoi ? Pourquoi ? À l'époque, la raison a été de dire qu'on n'avait pas suffisamment de connaissances. Or, déjà à l'époque, il existait des milliers d'études qui montraient des effets, dont certaines qui avaient été faites en France, à l'université de Rennes. Et on a complètement, et il est évident que les normes qui protègent des effets à long terme sont beaucoup plus faibles, sont de plus petits chiffres, puisqu'on est sur 1 vol par mètre, alors que sur les effets à court terme, on est sur de l'ordre de plusieurs dizaines de vols par mètre. 41 vols par mètre, 58 vols par mètre, etc., suivant la fréquence. Est-ce que vous avez l'impression de vous battre ? C'est David et Goliath. C'est exactement ça ou pas ? C'est exactement ça. Par moments, on a l'impression qu'on avance. On a eu une petite avancée de l'ANSES, l'Agence nationale de la sécurité de l'environnement et de la santé, il y a quelques années. Et puis là, aujourd'hui, avec le nouveau rapport sur la 5G, on a l'impression de retomber brutalement en arrière et de revenir aux années 2010-2011, où on nous disait tout va bien, tout se passe bien. Avant de prendre Patrice Goyot, qui est secrétaire national des Robins des Toits, qu'on va prendre juste après, je voulais juste savoir pourquoi il n'y a pas eu de principe de précaution avec la 5G. Alors, on aurait pu, et nous, on le demandait, parce que ça nous semblait, on avait l'occasion de mettre sur le marché une nouvelle technologie en étudiant avant. Eh bien, le choix a été fait
politiquement de ne pas respecter cette demande. Alors, mais pourquoi ? au détriment de la santé. Au détriment de la santé, mais il y a des choix financiers qui sont importants. Oui, bien sûr, on l'a vu, c'est dans tous les pays. on l'a vu avec le comité opérationnel du 0,6 vol par mètre, puisque nous, on avait demandé à ce qu'on expérimente ce 0,6 qui correspond à un vol par mètre, on va dire, pour être plus court. Et on a fait cette expérimentation. Elle a montré que pour qu'on respecte un niveau de champ aussi faible qu'un vol par mètre dans les lieux de vie, il fallait multiplier le nombre d'antennes entre 5 et 10. Oui, alors je vais juste décrypter ce que vous venez de dire. Ce qui est important, c'est que plus on augmente la puissance d'une antenne, d'une antenne, et plus c'est néfaste. Mais ça permet aux opérateurs, quand ils augmentent la puissance, d'installer moins d'antennes. Donc ça leur coûte moins cher. C'est comme, vous savez, le grand gymnase. Vous pouvez l'éclairer de deux façons. Un gros éclairage central très puissant, ou tout plein de petits spots de faible puissance tout autour. Et là, on a choisi le gros éclairage au centre avec la grosse antenne. Et donc, ça leur permet, évidemment, de ne pas payer les gens pour mettre les antennes sur les toits, de ne pas démultiplier, etc., etc. Justement, en parlant d'antennes sur les toits, ça tombe bien. Nous avons notre ami... Patrice Bloyot, qui est secrétaire national des Robins des Toits. C'est vous qui vous battez contre ça, contre tous ces abus du matin au soir. Dites-nous, Patrice, quels sont vos combats quotidiens ? Alors au quotidien, effectivement, l'association Robins des Toits a été surtout créée au départ par des Parisiens, donc c'était vraiment la lutte contre l'implantation anarchique et incontrôlée des antennes sur les toits d'immeubles. Ensuite, on s'est largement élargi en termes d'action, puisque maintenant on s'intéresse beaucoup notamment aux compteurs communicants et tout ce qui concerne d'une manière générale objets connectés. Alors, ça passe par différentes actions sur le terrain. On a aussi des permanences téléphoniques. Attendez, excusez-moi, je fais juste une parenthèse. Quand vous dites objet connecté, donc c'est la domotique. Alors, c'est tout objet connecté, je dirais, c'est tout objet connecté de manière non filaire. Oui, donc c'est ce que les gens ont chez eux, leur aspirateur connecté, ou leur robot, etc. Ou alors c'est en dehors de chez eux? Non, c'est à l'intérieur comme à l'extérieur. Parce que la pollution électromagnétique, donc, qui génère des champs électromagnétiques artificiels et surtout pulsés, justement, c'est la notion de pulsation est très importante parce que un champ électromagnétique naturel ou artificiel qui est de manière envoyé de manière uniforme dans toutes les directions, a des impacts certains sur la santé, mais c'est surtout le caractère pulsé qui provoque justement ce qu'on appelle des effets biologiques à long terme, même à des valeurs, comme disait Catherine, extrêmement faibles. Donc la pulsation, ça vient du fait qu'une onde électromagnétique artificielle, antenne relais ou autre, est envoyée par impulsion, de façon justement pouvoir augmenter le canal de communication et avoir plusieurs objets connectés en même temps qui se connectent à cette source. Donc c'est ce caractère pulsé par impulsion qui donne la sensation au niveau du vivant et du biologique de recevoir à chaque impulsion un coup de poing par seconde. Si je prends par exemple la technologie 2G, dont la pulsation est constante à 216 Hz par seconde, c'est-à-dire 216 impulsions par seconde, c'est comme si un organisme vivant recevait 216 coups de poing par seconde. D'accord, ok. C'est vraiment ça qui est très important. Alors, je prends l'exemple d'un toit. Moi, par exemple, j'ai un toit au-dessus chez moi, comme tout le monde, enfin, pas comme tout le monde, comme ceux qui ont la chance d'en avoir un. Et il y a une antenne sur mon toit qui donne sur une école. Elle est à moins de 100 mètres. Est-ce que c'est normal? Pourquoi les opérateurs peuvent quand même installer des antennes sur les toits en face d'une école à moins de 100 mètres, alors que c'est la législation? Pourquoi ils ont tous les droits? Alors, en fait, la législation a beaucoup évolué parce que, comme le disait Catherine, il y a une dizaine d'années, on avait réussi à mettre des paravents par rapport à justement toutes ces nuisances potentielles ou avérées. Et ensuite, il y a eu la loi Bail de 2015 qui a aussi normalement interdit, par exemple, le Wi-Fi dans les écoles, dans les crèches, dans les garderies. Mais par contre, il n'y a en France aucune réglementation de distance par rapport justement à l'implantation d'antennes relais, même par rapport à des écoles. Les opérateurs ont parfaitement le droit légalement d'implanter une station radioélectrique à 30 mètres d'une école. Si la municipalité ne fait pas un avis d'opposition. Pour ce qui concerne les antennes sur le toit, il y a deux façons de voir les choses. Est-ce que c'est par exemple un bâtiment qui appartient à des copropriétaires ou si c'est un logement social? Si le bâtiment appartient à des copropriétaires, à ce moment-là, l'Assemblée des copropriétaires peut accepter ou refuser. Par contre, pour ce qui concerne les logements sociaux, c'est le bailleur social qui prend la décision. Et pour tous les immeubles et personne n'a son mot à dire. Par l'appât du gain.
Ok, on va se retrouver, Philippe. Exactement, on va se retrouver dans quelques minutes, devenir plus utile. On partira avec André Van Der Vorst. Ben voilà, avec DJF Haute-Berle. Tiens, le thème de ce soir, les ondes électromagnétiques. Les ondes électromagnétiques peuvent-elles affecter ou faciliter notre utilité? On tente depuis une quinzaine de minutes de répondre à cette question et de vous en dire plus avec nos invités qui restent avec nous, André Van Der Vorst, Patrice Goyot, Philippe Irigaray et Catherine Gouillet. Ne bougez pas, à tout de suite. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Devenir plus utile. DJF Haute-Berle, Philippe Rossi. Quand j'entends cette chanson-là sur les ondes, du bout du monde, je téléphone. Les ondes, c'est notre thème ce soir. Devenir plus utile avec DJF Haute-Berle. Les ondes électromagnétiques peuvent-elles affecter ou bien faciliter notre utilité? On en parle, on en débat, puis on apprend des choses ce soir avec nos invités. André Van Der Vorst, professeur émérite à l'université de Louvain, c'est en Belgique, où il a créé le laboratoire d'hyperfréquence. Patrice Goyot est avec nous, secrétaire national des Robins des Toits. Philippe Irigaray, docteur S-Sciences en biochimie, spécialiste des effets sur la santé des champs électromagnétiques, directeur scientifique de l'ARTAC. L'ARTAC, c'est l'association Recherche Thérapeutique Anticancéreuse, co-auteur du livre noir des ondes. Et puis Catherine Gouillet, qui nous fait le plaisir d'être parmi nous, présidente du CRIREM, Centre de recherche et d'information indépendant sur les rayonnements électromagnétiques. André Van Der Vorst, vous avez créé le laboratoire d'hyperfréquence à Louvain, en Belgique, dont vous êtes issu. Qu'est-ce que le laboratoire d'hyperfréquence? C'est un laboratoire dans lequel on ne s'occupe que d'ondes électromagnétiques dans une certaine gamme de fréquences qu'on appelle les hyperfréquences, c'est-à-dire à fréquence suffisamment élevée, dans le genre de ce qu'on emploie en téléphone portable, en radar, deux antennes diverses et des choses comme ça. En fait, déjà ma thèse, jadis, était consacrée aux ondes à fréquences élevées et j'ai passé toute ma carrière professionnelle dans ce secteur-là. Je pourrais peut-être préciser un point qui doit être clair, je crois, si on veut simplifier la conversation, et qui est qu'il existe une différence fondamentale entre les ondes naturelles produites par la nature, le soleil par exemple, et les ondes artificielles produites par l'être humain. Et cette différence, c'est que les ondes naturelles sont des ondes qui, dans l'espace, ont une direction aléatoire. Si vous prenez une antenne, vous mesurez la puissance provenant du soleil avec cette antenne verticale, vous mesurez une certaine quantité. Si vous mettez cette antenne horizontale, vous obtenez exactement la même quantité. Par contre, les antennes artificielles sont toutes, ou presque toutes, quasiment, avec ce qu'on appelle une polarisation linéaire, c'est-à-dire qu'elles sont parallèles entre elles dans une certaine région de l'espace et ont une direction qui ne varie pas. Par exemple, des antennes occupées par des services de police sont en général verticales, elles émettent un champ électrique vertical. Alors que le soleil va vous émettre une direction d'onde qui sera tout à fait aléatoire, il y en aura autant dans une direction que dans l'autre. C'est un point important. Oui. Est-ce que c'est relativement clair ce que je dis? Oui, c'est clair. Elon Musk, un des grands milliardaires américains, a décrété il n'y a pas si longtemps, il a déclaré qu'il allait mettre des satellites partout autour de la Terre et que ça permettrait qu'aucun lieu sur Terre ne soit exempt du rayonnement de la 5G. Qu'est-ce que vous pensez de ce genre de crétinerie en déclaration? C'est-à-dire que techniquement, c'est possible de faire ça. Mais moralement, je trouve que ce n'est pas acceptable. On est bien d'accord, mais comment donc concrètement, comment ça se passera? Il met vous pouvez nous expliquer ça? Comment ça va se passer? Il va mettre des satellites? Oui, c'est ça. D'accord. Ok. Bon, bah c'est bon. Alors, je suis scientifique. J'aurais pu travailler chez vous. Juste une dernière question avant qu'on interroge nos autres invités. Est-ce que vos élèves qui sont dans votre université, qui sont des jeunes étudiants, est-ce qu'ils ont peur des ondes est-ce que vous discutez avec eux? Est-ce que c'est quelque chose qui leur fait peur? Des ondes. Je n'ai pas l'impression, parce qu'en fait, d'abord, personnellement, je n'ai pas tendance à avoir peur à l'égard de ces ondes. Je trouve qu'il faut les dominer, c'est tout. Mais on peut avoir peur de la façon dont on les traite pour le moment. Mais
Non, je crois qu'au niveau du laboratoire et donc de la formation donnée aux étudiants, on essaie quand même de démystifier un peu tout cela et de montrer de quelle façon on peut se protéger d'excès, soit en fréquence, soit en puissance. Et à cette occasion, je pourrais peut-être signaler un deuxième point. Mon premier, c'est vraiment la direction principale qu'ont les ondes artificielles. Oui, ça on l'a dit, oui. On appelle la polarisation. Le deuxième, c'est que lorsqu'on parle de 2G, 3G, 4G, etc., on me demande assez souvent si la 5G, c'est plus dangereux que la 4G. Oui, alors? Mais la question n'est pas là, je trouve. La question, c'est qu'on a ajouté la 3G à la 2G, qu'on a ajouté la 4G à la 3G, qu'on s'apprête à ajouter la 5G à la 4G, et que ce faisant, il ne s'agit pas de comparer une génération par rapport à la suivante ou à la précédente, il s'agit de bien constater qu'on ne fait jamais qu'ajouter, ce qui donc augmente et la puissance et la couverture fréquentielle, puisqu'en général, par exemple, la 5G occupe une bande de fréquence qui n'est pas la même, moins que la précédente. D'accord, ok. J'ai des collègues qui travaillent déjà à la 6G et la 7G, donc il ne faut pas s'affoler tout de suite, hein, on n'a pas fini. Philippe Irigaray, vous êtes docteur sciences, on l'a dit tout à l'heure. Est-ce que les ondes peuvent être une arme? On est en période de conflit en ce moment en Ukraine, etc. Est-ce qu'on peut se servir des ondes en augmentant la fréquence et en pointant les ondes vers un bâtiment ou vers un être humain? Est-ce que ça peut, comme on l'a vu dans certains films de science-fiction, pourquoi pas faire éclater un cerveau ou faire éclater, quand on met un chat dans un micro-ondes, ce qui est arrivé, voilà, il y a le chat qui explose. Comment ça se passe? Alors, je ne recommande pas de mettre un chat dans un micro-ondes. Alors, les armes à impulsion électromagnétique existent déjà, petit 1. Voilà. Des appareils maintenant pour, influer sur l'être humain, ça doit exister, c'est possible. Et effectivement, donc induire, c'est parce qu'on sait très bien que les ondes électromagnétiques peuvent induire du stress oxydant, des modifications au niveau des protéines, des effets génétiques, donc au niveau de l'ADN, mais d'autres paramètres épigénétiques également. Donc après, nous, on sait très bien qu'on a des patients qui sont dits électro-hypersensibles, donc ils deviennent donc ils ont cette pathologie qui se développe suite à un excès souvent d'utilisation d'un appareil électronique qui émet des ondes, type le téléphone portable. Comment ça se mesure, l'hyper-électrosensibilité? Alors, il y a un interrogatoire clinique qui on a mis en place toute une gamme de marqueurs biologiques et d'imagerie cérébrale pour déterminer effectivement que ces patients sont électro-hypersensibles. Là, on a même un papier qui a été accepté, qui va bientôt paraître, dans lequel on démontre bien que cette électro-hypersensibilité est due au champ électromagnétique. D'accord. Voilà. Pourquoi c'est pas plus pris en compte? Vous avez dit hors antenne tout à l'heure, vous me parliez des enfants, de la montée de la mortalité infantile. Alors, qui est liée concrètement à l'exposition des enfants aux ondes. Dites-moi en plus. Alors effectivement, c'est pas pris en compte parce que dans les questionnaires d'une personne par exemple qui a un cancer aujourd'hui, les questionnaires c'est toujours les mêmes basiques, c'est-à-dire l'alcoolisme, le tabagisme, l'activité physique. C'est vrai que reconnaître que le tabac a été cancérigène, ça a été une longue haleine. Ça a mis du temps. Maintenant, c'est reconnu. C'est un vrai, c'est vraiment responsable de beaucoup de cancers. L'amiante, on a aussi l'histoire de l'amiante. Ça a mis du temps quand même pour être reconnu. Ouais. Regardez plus récemment les pesticides avec la chlordécone en Martinique. Alors, à chaque fois, il y a des gros lobbies, etc. Mais là, je reviens vers les enfants tout à l'heure. Vous m'avez dit, oui, les enfants, on les interroge pas pour savoir. Il n'y a pas de questionnaire vraiment. C'est vrai que le médecin qui voit un patient qui a un cancer ou un enfant. Sa question, ça va pas être de savoir son exposition prénatale ou sur les tablettes, sur les machins, etc. C'est son objectif, ça va être de soigner dans un premier temps. Après, effectivement, il y a des questionnaires qui sont réalisés souvent par notamment l'INCa, mais la question de l'exposition au champ électromagnétique n'est pas incluse.
Merci beaucoup. Catherine Louillet, vous êtes donc présidente du CRIREM, Centre de recherche d'information indépendant sur les rayonnements électromagnétiques. Est-ce qu'on peut soi-même mesurer les rayonnements auxquels on est subi en étant particulier? Est-ce qu'on peut acheter des appareils de mesure? Comment on peut savoir si on est soumis ou pas à des mauvaises ondes? Oui, effectivement, en tant que particulier, on peut acheter des petits appareils. Ça coûte entre 200, 300 euros, même un peu moins. Chez Nature et Découverte, j'en ai vu. Où on peut en acheter? Il y a des simples détecteurs qui vont s'allumer ou faire un petit bruit quand vous allez dépasser un certain seuil. Le seuil étant déterminé par l'appareil. Un peu comme les radiations, Tchernobyl. Ça va se mettre à sonner ou pas. Et puis, vous avez des appareils qui vont pouvoir faire une mesure. Donc là, on est sur des types d'appareils qui vont valoir beaucoup plus cher. Je ne citerai pas de marque, mais il y en a plusieurs. Il suffit de faire une recherche sur Internet. Alors la problématique, c'est que si on n'est pas un spécialiste des ondes et notamment de la mesure, on va pas trop savoir ce qu'on mesure. Est-ce que c'est simplement les bornes Wi-Fi? Est-ce que c'est l'antenne en face? Est-ce que c'est le portable du voisin qui sonne? Est-ce que c'est qu'est-ce qu'il faut mesurer alors? Mais il faut mesurer avec. Alors il existe un protocole de mesure qui a été mis en place par l'ANFR. Que les gens peuvent se procurer sur Internet? On peut se procurer le protocole, mais si on n'a pas les appareils spécifiques, on ne pourra pas l'utiliser. On pourra faire une mesure large bande, mais ça nous donnera juste un résultat sur le niveau de champ auquel je suis exposé à tel moment, sans pouvoir reconnaître quel type d'onde. Là, pour reconnaître les ondes, vous voyez, ce qu'on appelle un appareil large bande, ça vous fait une mesure. Ça vous dit, vous êtes exposé. On peut faire venir aussi des entreprises spécialisées? Alors, vous pouvez faire venir le CRIREM. Le CRIREM est un organisme qui est reconnu par Bercy comme pouvant aller faire des mesures. Et il ne va pas faire une mesure pour regarder la conformité, parce que, étant donné que les normes sont très élevées, elles sont toujours respectées. Par contre, elles vont donner un avis sur le risque. Et puis, vous avez tous les bureaux de contrôle. Si vous voulez faire une mesure par la NFR... je vous appelle, le CRIREM, j'imagine, ne peut pas envoyer des inspecteurs ou des gens pour prendre les mesures dans tous les... Bien sûr que si. On a eu des équipes de mesureurs et on se promène partout où on nous demande. Alors, elles sont évidemment... je les appelle des compteurs du studio. Il y a un montant d'honoraires. Par contre, vous pouvez demander des mesures à la NFR, l'Agence nationale des fréquences. La mesure est gratuite. Il faut remplir un CERFA, le faire passer à la NFR par l'intermédiaire du maire, d'une association agréée, il n'y en a pas beaucoup, nous ne le sommes pas, et la NFR enverra un bureau de contrôle faire une mesure chez vous. Simplement, cette mesure, si vous ne précisez pas que vous voulez connaître, faire une analyse spectrale, bien vous ne connaîtrez pas le détail, vous aurez simplement un niveau global, sans avoir le détail. Si vous demandez le détail, vous l'aurez, sans extrapolation, parce que la mesure varie en fonction du nombre d'appels et de l'heure de la journée. C'est un peu moins vrai dans les zones urbaines parce qu'aujourd'hui, les téléphones, ils sont tout le temps allumés. Il y a tout le temps des transferts de dossiers, des transferts des films, etc. Donc, mais il n'y a pas d'extrapolation de fait. Donc, et vous n'avez pas une idée de la gestion et du risque que vous pouvez encourir. Donc, le CRIREM, il va jusqu'au bout. La NFR s'arrête à la conformité. Bah oui, je respecte bien le 41 volts par mètre, je suis en dessous de 58 volts par mètre, je suis en dessous de 61 volts par mètre, etc. On vous embête, vous avez des pressions de certains opérateurs, dites la vérité. La NFR voudrait qu'on soit COFRAC comme les autres bureaux de contrôle. Attendez, ça, COFRAC, parce que COFRAC, ça veut dire que je respecte uniquement la conformité. Je ne regarde que la conformité. C'est-à-dire, en fait, il faut dire oui à ce que... on est en dessous de 41 volts par mètre, on est en dessous de 58, on est en dessous de 61. Et on dira toujours oui, parce que nous, on le fait aussi. Ouais. La conformité, ça fait partie aussi du boulot. Mais elle est toujours respectée. Les antennes qui sont installées aujourd'hui n'ont pas de puissance suffisante pour dépasser les normes. Il n'y en a pas. Donc, obligatoirement... Non, mais les normes, c'est quoi les normes? C'est les normes excessives, évidemment. Mais là, je vous parle de normes qui sont mauvaises pour la santé. Et là, elles sont dépassées tout le temps. Ce ne sont pas des normes, ce sont des recommandations. Recommandations de la commission Tamino qui a proposé des normes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Recommandations de différentes instances européennes, notamment du Parlement européen. Et on est là sur des recommandations à 1 volt par mètre, par exemple. Et nous, on regardera, est-ce qu'il y a un risque? Est-ce que vous êtes exposé, plus ou moins, à cette norme, ce chiffre, cette recommandation, pardon, okay. de 1 volt par mètre. Très bien. On va passer très vite. C'est très. On n'a pas beaucoup de temps, malheureusement. Il nous reste plus qu'une minute. Comment on peut être plus utile, donc, concernant les ondes au quotidien pour l'auditeur? Qu'est-ce qu'il faut faire? On va faire un tour en 3 mots chacun. Limiter son environnement, couper son Wi-Fi, éviter d'utiliser son portable, mettre des filtres sur ses fenêtres si on est fortement exposé. Enfin, il y a des moyens de se protéger. André Loyot, excusez-nous, dites-nous. Patrice Goyot, pardon. Patrice Goyot. Patrice,
Dites-nous. L'important, c'est d'abord de vérifier son environnement direct, c'est-à-dire à l'intérieur de chez soi, quels sont les objets connectés qui peuvent poser problème en termes d'exposition. À l'extérieur aussi, c'est les antennes relais, c'est les réseaux électriques moyenne, basse ou haute tension. Et donc, éventuellement, faire venir un expert en mesure pour justement étudier et surtout donner des conseils, des bons conseils. Merci beaucoup et bravo pour les Robins des Toits. André van der Vorst. Je trouve personnellement qu'il faudrait distinguer à cet endroit-là, d'une part, les gens qui sont, si pas hypersensibles, en tout cas beaucoup plus sensibles que la moyenne, disons, à un certain niveau de champ électromagnétique, et que ces personnes-là, par rapport aux autres, peuvent se protéger. Soient protégées. D'accord. En protégeant une pièce, par exemple, par des rideaux, qui sont des rideaux fort jolis et qui ne sont pas particulièrement chers, et qui contiennent des fils métalliques et qui donc... Des moyens de se protéger. Et je finis par Philippe Irigaray, en 3 mots. Pour aller en 3 mots, le bon sens, l'utiliser à bon sens, utiliser une nouvelle technologie. Avec du bon sens en réfléchissant aux effets. Merci beaucoup à tous. Merci à vous, André van der Vorst, merci Patrice Goyot, Philippe Irigaray qu'on vient d'entendre et Catherine Gouillet. Merci à vous tous. Tiens, je vous rappelle le livre de DJF Hautebert, Devenir plus utile. Le quotient d'utilité, c'est chez Guy Trédaniel, éditeur. Je vous le remonte, voilà. Un gros passage sur les ondes dans le livre. Très bien. À la semaine prochaine. Merci à vous. Avec le laboratoire Activa, le spécialiste des produits de bien-être en pharmacie et de la nutriponcture.